Bonjour et bienvenue sur DevLabs, votre laboratoire de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment savoir déléguer efficacement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que cela signifie déléguer? Alors, déléguer, déjà quand on est par exemple un manager, ben, c'est le fait de pouvoir convaincre ou persuader les membres de son équipe sans forcément tuer aussi leur capacité à créer. Euh, En fait, quelque part, c'est aussi, comme pour un PDG par exemple, c'est sa capacité aussi à faire confiance en fait qui prime. Faire confiance, donner du pouvoir à ses collaborateurs directs, créer une dynamique qui est nécessaire tout en n'imposant pas trop de contrôle. En fait, c'est un peu ça en fait, déléguer. Et en fait, on se rend compte que quotidiennement, hein, que ce soit aussi dans sa famille ou à titre personnel, en tous les cas, on délègue, tout le temps. Même quand avec vos enfants, vous pouvez vous déléguer à partir du moment où vous exprimez clairement vos attentes. Lorsque vous devez leur confier quelque chose à faire, ben forcément vous déléguez. Euh, donc cela arrive évidemment donc autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Donc finalement, déléguer, ça fait partie de notre vie quotidienne et ça témoigne finalement de notre capacité de communiquer avec les autres. Alors, en fait, au départ, quand on entend le mot déléguer, on se dit, ben, je me débarrasse en fait d'une tâche que j'ai pas envie de faire et je la donne à quelqu'un d'autre. Et puis comme ça, hop, je m'en débarrasse en fait. Euh, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que quelque part, c'est donner la tâche à quelqu'un d'autre. Par contre, s'en débarrasser, c'est un mot un peu trop fort. En fait, déléguer une tâche, c'est d'abord déléguer un résultat. Et pas forcément en fait la manière dont on doit arriver à ce résultat. Ça veut dire que finalement, vous donnez à quelqu'un d'autre le fait de faire cette tâche, d'arriver au résultat auquel vous seriez arrivé vous si vous aviez fait cette tâche, mais vous lui donnez entièrement l'autonomie pour la réaliser. Donc ça veut dire que vous perdez quelque part, vous abandonnez en fait le contrôle de cette tâche et vous devrez faire confiance en fait à la personne à qui vous la confiez. En fait, c'est ça que ça signifie clairement déléguer. Alors pourquoi est-ce qu'on délègue finalement? Souvent on délègue pour quelques raisons, les principales, c'est finalement pour retrouver en fait du temps, pour éviter d'être débordé, parce qu'aujourd'hui on se sent surchargé et qu'on se dit qu'on ne peut pas tout faire et qu'à un moment donné, si vous voulez réaliser toutes les tâches qu'on vous a données en tant que responsable, ben, à un moment donné, si vous voulez arriver à tout faire, il va falloir déléguer certaines tâches. Mais donc ça veut dire que le but c'est bien de retrouver du temps et donc éviter cette surcharge. Mais ça permet aussi dans une autre manière de voir les choses de se concentrer sur ses priorités, de se centrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, et ça va forcément avec le fait de retrouver du temps, de retrouver aussi de l'efficacité et d'être présent là où vous attend. Ça veut dire que bon, ça revient sur recentrer sur ses priorités, ça veut dire vraiment de vous réengager, de vous redonner du temps sur les choses qui vous plaisent aussi, tout simplement. Et puis, d'un autre côté, ça peut être un acte managérial très fort, puisque ça va vous permettre d'améliorer aussi bien l'autonomie, la responsabilité et la confiance de vos équipes. À partir du moment où vous leur donnez quelque chose à faire, ça veut dire nécessairement que vous leur faites confiance. Au départ, c'est vrai que déléguer, ça peut être un peu contre-intuitif, pardon. Lorsqu'on doit réaliser une tâche, on se sent investi de la faire, et c'est à nous qui a été donné la tâche et la responsabilité de la réaliser. Donc, évidemment, personne ne peut le faire comme vous voudriez le faire et de la manière dont vous voudriez le faire. Et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à mettre la délégation de côté en disant mais non, euh, si jamais je délègue ça, ça va pas être fait comme je voudrais, de la manière dont je voudrais. Et finalement, c'est comme ça qu'on en arrive à des situations où on devient complètement surchargé et que forcément on va souffrir de ça. Euh, donc finalement, quand on délègue, il y a trois raisons principales pour lesquelles on délègue. Soit vous n'avez pas le temps, soit vous savez quelqu'un qui a des compétences, qui sait peut-être mieux faire que vous la tâche qu'on vous a demandé de faire, et ou alors tout simplement pour réorienter, comme je le disais tout à l'heure, euh, finalement vos forces sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Euh, Clairement, très souvent, si on a peur de déléguer, c'est parce qu'on a peur de perdre le contrôle, on a peur d'être dépendant vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans une relation avec du temps et vous devez absolument produire quelque chose à une échéance définie, vous êtes dépendant aussi de cette personne-là. Le fait de faire confiance à une personne, c'est-à-dire que, encore une fois, la délégation, c'est d'abord un résultat et pas la manière d'y arriver. Donc ça veut dire que vous faites confiance à la personne pour qu'elle arrive à un résultat.
et peu importe comment elle va réussir à le faire. Il peut y avoir quelquefois une peur de se faire un peu doubler parce qu'on se dit, cette personne-là, ça se trouve, elle va réussir bien mieux que moi cette tâche et du coup elle va complètement la récupérer, être responsable et se rendre plus visible finalement à d'autres personnes, à d'autres managers. Bon, ça c'est une crainte assez courante, mais qui n'est pas forcément fondée. On a peur de déléguer parce on perd du temps. Parce qu'on se dit que, évidemment, quand vous devez déléguer une tâche, vous devez d'abord expliquer ce que vous attendez. Et forcément, vous devez perdre un peu de temps au départ, en tous les cas, pour pouvoir, et ça on y reviendra tout à l'heure, perdre du temps au départ pour expliquer en fait ce que vous attendez en fait de la personne à qui vous allez déléguer. Vous êtes quelque part, il y a la peur aussi d'être obligé de repasser derrière en disant ah là, si jamais je lui fais faire, ok, il va le faire, mais ce sera mal fait, et je vais devoir repasser derrière. Ça, encore une fois, à vous d'être maître du résultat et de bien expliciter le résultat que vous attendez. Le non-respect des échéances, évidemment, vous demandez à quelqu'un, tu dois faire telle chose pour telle date, et si jamais il ne le fait pas, ça vous met aussi peut-être vous-même en porte-à-faux, et limite, ça risque de vous ridiculiser auprès peut-être de vos mentors et de vos managers, quoi. Voilà, c'est un peu pour ça aussi qu'on a beaucoup peur de déléguer. Et finalement, la délégation, il y a trois notions fondamentales, comme je vous le disais depuis le début. Vous avez d'abord la notion de responsabilité, ensuite la notion de confiance, et puis la notion de contrôle. Et c'est à partir de ces trois notions-là fondamentales que vous allez réussir à bien déléguer ou quelquefois mal déléguer. Alors, qu'est-ce que l'on peut déléguer? Alors, de manière générale, il faut estimer en fait la possibilité de déléguer une tâche si vous respectez certains points. Alors là, je vous ai donné une liste. D'abord, on peut déléguer ce qui prend régulièrement beaucoup de temps. Le régulièrement a son importance, c'est quelque chose qui est très répétitif et qui vous prend beaucoup de temps et qui peut être très simple. Donc dans ces cas-là, ça devient une tâche qu'il est possible de déléguer. Vous pouvez déléguer quelque chose qui permet de développer les compétences de ses collaborateurs. Ça peut être très intéressant dans le cadre du management d'une équipe. Vous pouvez déléguer d'abord ce qu'un collaborateur est capable d'exécuter. Si vous lui donnez une tâche alors que vous savez pertinemment qu'il n'est pas capable, forcément votre délégation est complètement biaisée dès le départ. Ce qui s'avère stimulant pour celui à qui on le délègue, ça revient à développer aussi des compétences. Ça peut aussi quelquefois redonner de la motivation à un personnel quelquefois qui a trop l'habitude de faire certaines choses et qui de temps en temps baisse un peu le rythme ou en termes d'efficacité. Vous pouvez déléguer pour ce pourquoi vous êtes le moins qualifié, comme je disais tout à l'heure, ça faisait partie des trois raisons. S'il y avait des choses pour lesquelles vous avez des personnes qui sont plus compétentes que vous, et au contraire, et en plus qui sont dans votre équipe, c'est encore mieux parce que ça va permettre de valoriser votre équipe et de vous valoriser vous également. Ce qui va mettre de la variété dans le travail de routine, ça peut être intéressant aussi. Ce qui va permettre à beaucoup de monde de réaliser de futurs travaux. Ce qui offre des occasions de créativité, ce qui vous permet de vous recentrer sur votre cœur de métier. Grosso modo, c'est tout ce qui peut soit vous mettre en avant vous, ou soit ce qui peut mettre en avant votre collaborateur, mais qui soit d'un autre côté quand même facilement délégable, avec des tâches quelquefois qui peuvent être répétitives, des tâches qui peuvent être intéressantes, mais dont il faut que vous assuriez auparavant que le collaborateur à qui vous allez déléguer, forcément il ait en tout cas les pleines compétences pour le faire. Voilà, c'est un peu toutes ces manières en fait de toutes ces possibilités en fait de déléguer une tâche qui vont vous permettre de décider si une tâche ou une autre peuvent être déléguées. Alors les points clés d'une bonne délégation. Donc on va regarder ensemble quels sont les points clés pour essayer de faire une bonne délégation et comment la préparer au mieux pour être sûr qu'elle fonctionne cette délégation et que vous n'ayez pas de soucis ensuite. La première chose, c'est d'abord le profil que vous allez sélectionner. Évidemment, il faut que vous ayez le collaborateur ou la personne à qui vous allez confier cette tâche qui soit le plus à même de la faire. Alors, le plus à même, ça veut dire soit quelqu'un qui a tout de suite les compétences, qui est même peut-être surcompétent pour le faire, mais en tous les cas qui sait déjà faire la tâche. Mais ça peut être aussi un moyen pour un collaborateur qui ne connaît peut-être pas la tâche, mais vous savez qu'il en a en tout cas les ressources, et ça peut être un levier intéressant pour remotiver en fait un collaborateur qui part un peu à la dérive. Donc déléguer, ça devient vraiment un acte de management clairement, puisque là c'est vous qui sélectionnez d'abord la bonne personne au bon moment pour pouvoir réaliser cette tâche. La deuxième chose, un point clé, c'est expliciter le résultat attendu. Donner globalement le contexte et le résultat attendu.
Euh, il est totalement proscrit et inutile en fait de dérouler une mission telle que vous l'auriez conduite. Ce n'est encore une fois pas le but. Il faut vraiment décrire globalement votre contexte. Euh, Ça veut dire que dans quel contexte vous le réalisez, pour qui, euh, dans quel délai, ça peut être tout ça. Enfin, tout ça, c'est le contexte global est très important pour qu'ils comprennent en fait quel est l'objectif derrière tout ça et de dire finalement après quel est le résultat en fait qui est attendu pour cette mission. Il faut être précis dans, 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 dans le verbatim en fait de, du résultat qui est attendu. Et il faut aussi vous assurer que votre collaborateur a bien compris. Et vous pouvez par exemple lui demander de reformuler une fois que vous avez expliqué, pour être sûr qu'avec ses propres mots, il arrive à réexpliquer ce que vous avez, ce que lui avez donné comme élément pour faire cette tâche et les résultats attendus, et que vous soyez sûr qu'il ait bien compris en fait le résultat qui lui a été demandé. Troisième chose, c'est le point, l'échéance atteignable en fait. Euh, le but, c'est de pas forcément reporter sur votre collaborateur ou sur la personne à qui vous déléguez la pression du délai que vous subissez. Donc il faut lui donner quand même une échéance atteignable, dans le sens où il faut se rappeler que vous déléguez une chose que souvent le collaborateur n'a jamais fait. Donc il va forcément mettre un peu plus de temps, il va forcément avoir un petit peu plus de difficultés que si c'était vous évidemment qui allez le faire. Mettez-vous aussi un peu à sa place si vous étiez euh, le délégataire, et ben forcément si on vous donne une tâche avec beaucoup de choses à faire que vous n'avez jamais faites, forcément vous allez galérer. En tout cas au départ. Laissez de l'autonomie au délégataire, laissez faire. Encore une fois, on est sur le résultat attendu et pas sur la manière de faire. Et en fait, c'est ce qui va motiver d'ailleurs votre collaborateur. Il faut laisser un petit peu la curiosité et sa créativité faire, et vous verrez quelquefois vous pouvez même être très surpris. Il se peut même quelquefois qu'il soit même plus efficace et productif que ce que vous auriez pu faire. En tout cas, c'est un motif qui fera aussi que la personne va être motivée pour le faire, plutôt que d'être sans arrêt derrière son dos à le surveiller et finalement à le contraindre à faire d'une certaine façon, alors qu'il en existe d'autres et que vous arrivez au même résultat. Euh, voilà, l'autonomie, ça c'est quelque chose de très important. Enfin, les derniers points, évidemment, si vous donnez une tâche à un de vos collaborateurs, ça veut dire qu'il faut lui donner aussi faut lui donner toutes les ressources requises. Il ne faut pas lui priver de ses moyens, et il faut lui donner toutes les conditions nécessaires qui vont lui permettre de réussir à faire cette tâche. Donc il faut bien qu'il ait accès à toutes les ressources nécessaires. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment s'en assurer dès le départ et pas pendant la délégation. Car quelquefois, ça peut être déjà trop tard. Faire des points réguliers, bien évidemment, hein, le but c'est bien de s'assurer que la tâche est en bonne voie. Encore une fois, vous attendez un résultat, mais il faut vous assurer qu'avec des points d'étape et des points réguliers, la personne elle avance, hein, parce que si jamais vous vous rendez compte qu'il est bloqué 2 jours avant la date d'échéance, ce sera déjà trop tard. Donc il faut faire voilà, des points réguliers, surtout dans le cadre de missions longues, et les planifier dès le départ en fait. Ça vous permettra de vous assurer de manière constructive que votre projet ou que la tâche que vous lui avez confiée est toujours sur la bonne voie. Ce qui peut être intéressant quelquefois aussi, c'est de donner du feedback. Euh, alors ça va dépendre aussi un petit peu de la personne avec qui vous allez déléguer, mais ça peut être très intéressant, c'est-à-dire d'expliquer à vos délégataires, tu vois, là tu as fait comme ça, de telle manière, mais ça aurait été bien si tu l'abordes d'une autre manière, ou si tu étais passé par telle application, ou par tel accès, ou par telle manière de faire. Le but c'est toujours mais il faut que ce soit fait bien sûr dans l'optique qui s'améliore en fait, en disant que tu aurais pu encore faire mieux, c'était déjà très bien, mais tu aurais pu encore faire mieux si tu avais fait comme ça, ou si tu étais allé voir ça, ou si tu avais fait de telle manière. Donc ça peut être intéressant. Ne pas oublier aussi, si jamais vous donnez une tâche à quelqu'un, et pour qu'il fasse correctement cette tâche, il faut qu'il soit en lien avec différents services ou différentes personnes, bien informer toutes ces personnes et ces services, qui ne soient pas déjà surpris que ce soit une autre personne que vous qui fassiez cette tâche, mais surtout de ne pas bloquer aussi le niveau d'information. Quelquefois, vous pouvez aussi toucher à des informations qui sont un peu confidentielles. Il faut être sûr que les gens qui sont en face vont bien pouvoir lui donner les bonnes informations pour qu'il puisse réaliser sa tâche. Donc surtout, informer les personnes et les services qui sont concernés par rapport à la tâche qu'il doit réaliser. Et puis enfin, le but, hein, encore une fois, ce que je disais au tout début, on a trop tendance à se débarrasser purement et simplement d'une tâche, et surtout ça ne doit pas être le cas en fait. Il faut toujours se préoccuper du coup et être à l'écoute en permanence
de la personne à qui vous avez délégué et de rester ouvert et surtout très disponible tout au long de l'exécution de la tâche par le délégataire. Alors, quelques points qui permettront, encore une fois, d'avoir des meilleures conditions de succès par rapport à tous les points clés que je viens de vous donner pour faire une bonne délégation. Il faudrait d'abord s'assurer que vous ayez un seul donneur d'ordre. En fait, il n'y a rien de pire que d'avoir différentes instructions si jamais vous avez plusieurs niveaux de donneurs d'ordre qui soient identifiés. Par exemple, si vous êtes un donneur d'ordre et que votre N+1 l'est aussi, ça va forcément créer de la complexité, de l'incertitude, ça va créer sûrement des bruits sur la communication, et vous allez avoir des ordres, des contre-ordres, et finalement vous allez... Enfin, votre délégataire, clairement, il saura plus quoi faire, et forcément, vous allez dans une délégation qui ne va pas bien fonctionner. Le but aussi, c'est de déléguer le bon comme le mauvais. Alors, souvent, je le redis à nouveau, mais quelquefois on se débarrasse de tâches, mais souvent on se débarrasse des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Alors évidemment, si vous commencez à donner toutes les tâches qui sont un peu ingrates à vos collaborateurs, ben forcément ça peut aussi créer de la démotivation chez eux. Donc, et vous pouvez être certain que leur implication, leur motivation va aller en se dégradant en fait. Donc il faut savoir aussi leur donner des tâches qui sont aussi gratifiantes, qui sont peut-être plus complexes, plus impactantes, afin d'être sûr aussi de maintenir la motivation de vos collaborateurs à qui vous déléguez. Parce que ça leur permettra aussi un peu de se distinguer et puis ça va varier aussi leur quotidien. Donc attention à bien maintenir aussi la motivation de votre délégataire. Ensuite, déléguer aussi progressivement. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, dans le cas où il fallait perdre du temps. Il faut savoir perdre du temps au départ. Ça fait partie en effet des peurs de la délégation, mais en même temps, il faut l'accepter. Le but, c'est pas d'une surcharge que vous ayez vous à resurcharger votre délégataire, parce que là, vous n'aurez pas résolu votre problème et vous pouvez être sûr que votre délégation ne se fera pas correctement. Donc le but, c'est bien d'essayer d'éviter de surcharger votre délégataire. Et puis, le dernier point, c'est de déléguer en avance aussi, si possible. Alors très souvent, la délégation se fait dans l'urgence, ce qui est en fait le meilleur moyen de faire en sorte que votre délégation ne fonctionne pas. Parce que voilà, on est toujours dans l'urgence, il faut réagir vite. Du coup, vous prenez le premier collaborateur qui passe, qui ne strictement rien, mais qui n'a pas forcément les compétences ou les ressources pour faire ça, et boum, ça marche pas quoi. Donc il faut toujours faire preuve d'anticipation pour les tâches que vous déléguez. Il faut toujours essayer d'agir dans un mode un peu proactif. Et ça vous donnera également aussi du confort à votre collaborateur dans la gestion lui, de son planning, de son agenda, et puis il pourra en tout cas bien mieux travailler sur la tâche que vous lui reconfiez. Voilà ce que je peux vous dire pour faire aujourd'hui une bonne délégation. Alors les avantages, on l'a vu, hein, c'est retrouver la maîtrise de son planning, de son agenda, se concentrer sur ses priorités, se recentrer sur son activité, son cœur de métier, être plus efficace dans son travail au quotidien, et puis bien sûr de varier les tâches du quotidien pour ses équipes, et surtout valoriser aussi ses équipes. Je ne l'ai pas noté, mais j'aurais pu le noter. Les inconvénients, alors, attention au surcontrôle. Donc j'ai marqué sortir du mode commandement et contrôle. En fait, faut jamais oublier que on délègue encore une fois un résultat et non un moyen d'y parvenir. Et on a beaucoup trop tendance, quelquefois, quand on a du mal à déléguer, on voudrait que ce soit fait comme nous on voudrait que ce soit fait. Et on a trop tendance à adopter cette manière de faire dans le milieu professionnel. Donc être constamment sur le dos de ses collaborateurs pour leur indiquer comment réaliser la tâche qu'on vient de leur déléguer, clairement, ce n'est pas sain, quoi. Parce qu'il va se sentir frustré, il va risquer d'être complètement démotivé, ça va même sûrement l'énerver que vous soyez sur son dos sans arrêt. Donc ça, voilà. Ça me fait penser du coup au deuxième point, dans l'interventionnisme excessif. Ça revient un peu aussi au surcontrôle, mais le surcontrôle, c'est plutôt la manière, l'interventionnisme excessif, c'est-à-dire être sur son dos toutes les 5 minutes. Encore une fois, ça veut dire que vous voulez vraiment vous assurer que je veux être sûr que ça avance, qu'il se passe quelque chose, que tu es sur la tâche. Non. Encore une fois, il faut lui laisser une pleine autonomie. Et puis, on en parlait un peu avant, dans les slides sur les conditions du succès, c'est l'urgence. Une délégation, encore une fois, ça se prépare.
Donc évidemment, hein, il faut faire attention à bien préparer. En urgence, c'est jamais bon parce qu'on a tendance à oublier tous les principes précédents. Et puis vous mettez votre délégataire, hein, votre collaborateur dans une situation de stress sur une tâche qu'il ne connaît pas. Et clairement, il n'y a rien de plus démotivant que ça. Euh, donc clairement, voilà, faut éviter de faire ça. C'est pas bon. Sur l'interventionnisme, je vais revenir dessus parce que euh, le cas classique, je pense que tout le monde connaît, quand on essaye de déléguer et qu'on intervient trop, on perd du temps déjà à intervenir, donc on prend du temps à intervenir, donc c'est à expliquer comment vous souhaitez qu'il réalise sa tâche. Forcément, lui, il va avancer petit à petit. Si vous avez écouté, normalement vous faites des points réguliers, ça vous agace parce qu'il va pas faire exactement comme vous voulez. Du coup, comme il fait pas exactement comme vous voulez, vous reperdez du temps à recontrôler tout ce qu'il fait. Ce qui fait que lui-même va être démotivé en disant oh là là, il m'agace, moi c'est pas comme ça que je voudrais faire, il y a d'autres manières de faire. Donc il va encore, votre collaborateur va traîner encore plus des pieds. Vous allez réaliser par vous-même que le travail du coup que vous lui avez donné, ça correspond pas tout à fait à, comme vous l'aviez imaginé. Donc ça va générer chez vous de la frustration, de l'énervement, puis au final vous aurez mieux fait de dire j'aurais mieux fait de pas déléguer, j'aurais mieux fait de la faire moi-même cette tâche, et j'ai perdu trop de temps. Ça, c'est vraiment l'interventionnisme et du surcontrôle où, encore une fois, vous n'avez pas compris le principe de la délégation qui est un résultat attendu et non pas un résultat attendu, pardon, et non pas la manière d'y arriver. Alors, quelques lectures, peut-être que je peux vous donner pour aller plus loin. Vous pouvez lire les articles ou livres suivants. Vous avez L'Art de déléguer de Jean-Ange Lanican, qui était un professionnel des relations humaines depuis près de 20 ans. Donc il a été consultant formateur avant de devenir DRH, donc il sait parfaitement de quoi il parle et il a lui-même utilisé forcément l'art de la délégation. Donc ça peut être très intéressant, puis de plus il est maître de conférence, il enseigne en GRH et en management à l'université de Rennes, donc c'est quelqu'un qui explique très bien la manière de déléguer. Vous allez retrouver un petit peu tous les concepts clés que je vous ai donnés jusque-là. Vous avez le kit pour manager, savoir déléguer de façon efficace, de Muriel Vigneau-Colombiès. Alors elle, c'est une approche un peu différente puisque en fait, c'est une psychologue du travail en coach, donc c'est quelqu'un plutôt qui a par contre beaucoup d'expérience dans le fait d'avoir reçu des personnes et qui peut pu beaucoup tester beaucoup de choses en fait sur la délégation et apprendre en fait à ses coachés comment déléguer. Donc elle a donné beaucoup de clés pour bien déléguer en tant que manager et faire en sorte que la délégation se passe le mieux possible. Et puis encore une fois, vous allez trouver aussi beaucoup d'articles sur internet. C'est un sujet, la délégation, qui a déjà maintes fois été vu. Même si tout a été écrit, hein, tous les concepts que je vous ai donnés, tout le monde ne les applique pas, et c'est pour ça quelquefois, très souvent quand même, encore des délégations ne se passent pas forcément très bien. Et maintenant, comme d'habitude, on va passer à la pratique. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est bien sûr d'essayer d'appliquer un peu tous ces principes, et je vous propose en fait de préparer en fait votre première délégation. Alors bien sûr, dans un premier temps, il faut que vous réfléchissiez dès maintenant à une tâche à déléguer. Vous pouvez remonter un peu plus haut dans la présentation pour regarder tous les points et pour voir si la tâche que vous allez confier correspond en tout cas à un maximum de points, pour savoir si cette tâche elle est bien délégable et que vous êtes sûr que vous allez pouvoir la déléguer dans des conditions les meilleures possibles. Et puis on va essayer ensemble de démarrer 3 étapes en fait, qui va être d'abord l'objectif et le résultat attendu. Ensuite, on va voir comment essayer de sélectionner le bon profil. Et puis ensuite, on va préparer le suivi. Alors, la première étape, l'objectif et le résultat attendu. D'abord, quelques questions pour essayer de définir l'objectif d'abord de la tâche. Donc, quel est d'abord l'objectif de la tâche? C'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce qu'elle s'inscrit dans un projet ou est-ce qu'elle est vraiment une tâche indépendante? Ça, c'est très important de le savoir parce que soit il peut être entièrement autonome, soit il va peut-être devoir dépendre d'autres personnes pour récupérer de l'information afin de faire cette tâche. Et d'autre part, que peut-on accomplir en fait à partir du résultat de cette tâche? C'est-à-dire finalement, à quoi va servir le résultat qu'il va produire en fait. Et puis, une fois que vous avez bien défini votre objectif, vous allez préciser le résultat attendu. Donc, quel va être le résultat de cette tâche? C'est-à-dire, est-ce que ça va être, par exemple, je vous donne des exemples, est-ce que ça va être un email de communication? Est-ce que ça va être la production d'un document, du Word, du Excel, un PowerPoint, une présentation pour communiquer? Est-ce que c'est la réalisation d'un acte technique? Ça peut être réaliser, par exemple, une fonctionnalité sur un logiciel.
Ça peut être passer des écritures comptables, ça peut être, ça peut être plein de choses en fait, réellement. Ça peut être modifier une base client, ça peut être plein de choses. En tout cas, voilà, ce qu'il faut vraiment, c'est qu'est-ce que vous attendez comme résultat. Qu'est-ce qui doit être produit. En fait, c'est un peu dans un projet, quel est votre livrable finalement. Donc voilà, maintenant, commencez par définir votre objectif. À partir de cet objectif, précisez quel va être le résultat attendu. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, vous répondez aux 2 questions, objectif et résultat attendu, et vous pouvez revenir ensuite pour la suite. Ok, donc maintenant on passe à la deuxième étape. Vous avez normalement maintenant votre objectif, vous avez votre tâche, votre objectif, votre résultat attendu. Ça doit être extrêmement clair pour vous. Alors, maintenant que vous avez en tête normalement votre objectif et votre résultat et la tâche, forcément vous êtes en capacité maintenant de sélectionner le bon profil, parce qu'à partir du moment où vous savez quel objectif est ce qu'il faut faire, et dans certains cas vous saurez même comment le faire, mais encore une fois, ne vous focalisez surtout pas sur la manière de faire. Il va falloir sélectionner un collaborateur compétent, déjà, donc il y a bien les compétences pour pouvoir le faire, ou s'il n'a pas les compétences tout de suite, quelqu'un en tout cas qui pourra les acquérir très rapidement, quelqu'un qui est disponible, hein. Le but, ce n'est encore une fois pas de surcharger votre collaborateur, parce qu'évidemment, si vous le surchargez par une tâche en plus qu'il n'est pas en capacité de faire et qu'il n'a pas la disponibilité de le faire, encore une fois, vous êtes sûr que votre délégation va mal se faire. Essayez aussi de cibler des personnes qui soient motivées. Ça peut être, vous pouvez d'ailleurs peut-être détecter ça au moment des entretiens annuels, par exemple si vous êtes manager, ça peut être intéressant, ou si vous en avez déjà discuté avec la personne à laquelle vous pensez, ça peut être très intéressant. Parce que ça montrera en plus, quand vous êtes manager, que vous l'avez écouté, que vous vous rappelez que vous avez discuté de ce point-là et que vous en avez tenu compte. Et essayez aussi d'adapter votre demande en fait en fonction du collaborateur. En fonction de la personne à qui vous allez déléguer, vous n'allez pas vous adresser de la même manière. Vous avez certaines personnes qui sont plus autonomes que d'autres, certains qui ont besoin d'avoir énormément d'informations, certains qui ont simplement besoin d'accompagnement. Donc voilà, adaptez en tous les cas votre manière de communiquer avec la personne à qui vous déléguez la tâche, mais surtout vous devez bien abandonner cette envie de contrôle et vous devez absolument lui faire confiance. Donc c'est pas une question d'efficacité en fait, il ne s'agit pas de confier n'importe quelle mission à n'importe qui, mais vous êtes sûrement entouré ou cherchez à vous entourer de collaborateurs avec plein de compétences différentes, et c'est ce qui fait l'intérêt en fait d'avoir une équipe, et avec des compétences aussi qui sont complémentaires. Et le but c'est de favoriser le plus possible toutes les interactions qui soient au sein du groupe pour que l'intelligence collective en fait prenne le dessus. Donc c'est ça en fait qui est bien important. Et surtout voilà, essayez d'être très attentif en fait à la manière dont le collaborateur aussi réagit quand vous allez lui demander de reprendre cette tâche. Donc ce que je vous demande donc c'est de mettre en pause la vidéo, c'est le moment de faire le choix d'un collaborateur. Donc pensez bien à votre tâche, l'objectif, le résultat, et à partir de là essayez de sélectionner le meilleur profil. Et dès que c'est fait, on revient pour la suite. Très bien, donc maintenant on a l'objectif, on a le résultat attendu, on a la personne compétente. Donc maintenant, avant de recevoir votre collaborateur pour lui présenter en fait la tâche que vous souhaitez lui déléguer, il va falloir commencer aussi à préparer un petit peu les éléments dont il va avoir besoin et préparer aussi tout le parcours de suivi. Donc déjà, par rapport à votre tâche, est-ce que vous avez une date d'échéance? Donc fixez une date d'échéance, et une date d'échéance qui soit raisonnable et atteignable. Préparez toutes les ressources requises. Quelquefois, pour réaliser une tâche, il est nécessaire d'avoir à sa disposition des outils spécifiques, de la documentation, un contact particulier. Essayez en tout cas de bien lister toutes les ressources dont il va avoir besoin pour pouvoir travailler et faire votre tâche efficacement. Faites la liste des personnes ou des services à informer, ça on en a parlé un peu plus haut dans cette présentation. Et puis déterminer aussi les points réguliers qui lui seront faits. Donc vous pouvez déjà mettre dans son agenda, vous prenez la date d'échéance et puis vous découpez et vous essayez de mettre des points assez réguliers. Je vous conseille d'en mettre un assez proche en fait après la réunion que vous faites avec lui, tout simplement parce que souvent au cours de la présentation de la tâche,
votre collaborateur est souvent dans un mode d'écoute, mais il n'est pas dans un mode de réflexion. Donc en fait, il va plutôt ingurgiter tout ce que vous allez lui donner comme élément, et souvent, 1 ou 2 jours après, ça y est, il a déjà commencé à regarder, et là, il a déjà plein de questions qui fusent, et c'est intéressant de le voir dans ces cas-là assez rapidement pour qu'il puisse tout de suite évacuer les premières questions, pour pas qu'il bloque en fait, tout simplement. Donc ça peut être très important. Euh, donc, si certaines informations aussi vous paraissent indispensables et qu'elles ne sont pas forcément en votre possession, dites-lui en fait tout simplement, ne laissez pas votre collaborateur le découvrir et faites-lui gagner du temps. Dites-lui, voilà ce que je sais, mais voilà ce qu'il faudra peut-être récupérer autre comme information que je n'ai pas encore, mais à toi d'aller la récupérer, et voilà, tu pourras te diriger vers tel ou tel endroit, telle ou telle personne, tel ou tel service. Ok, donc définissez une tâche, préparez toutes les ressources requises, faites la liste des personnes et des services qui sont informés s'il y a besoin, si c'est une tâche qui n'est pas autonome, et déterminez ensuite tous les points réguliers qui seront faits, et comme ça, vous allez pouvoir préparer votre première délégation. Mettez en pause la vidéo et vous pouvez commencer à préparer le suivi. Très bien, normalement vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire une bonne délégation. Alors quelques derniers conseils. Prenez du temps sur la première réunion, surtout ne faites pas une réunion un peu bâclée en 15 minutes, prenez un peu de temps pour expliquer. Encore une fois, une délégation, il faut perdre un petit peu de temps au départ pour que la délégation fonctionne bien et que votre collaborateur comprenne bien les objectifs et les résultats attendus. Deuxième point, je vous l'ai déjà dit un petit peu juste avant, mettez le premier point de manière assez rapprochée pour être sûr de guider tout de suite le délégataire dans la bonne direction. Et faites aussi attention à bien tenir au courant votre délégataire en cas de changement d'objectif. Si jamais vous vous rendez compte qu'on vous a demandé de réaliser une tâche, vous la déléguez et en cours de route, vous dites bah non finalement je voulais tel tableau mais de telle manière ou qu'il fasse redire telle chose, n'oubliez pas de tenir au courant évidemment votre délégataire de tout ça, et donc il faut surtout bien communiquer avec lui si jamais les objectifs ou le résultat attendu changent. Sinon vous pourriez y avoir évidemment certaines surprises à la fin. Voilà maintenant ce que je peux vous dire. Voilà, comme d'habitude, une petite dernière chose, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires sur la vidéo, j'ai hâte de voir vos retours. Posez des questions, donnez-moi un petit peu vos commentaires, vos avis, votre ressenti, si ça vous a aidé. Et si vous avez besoin que je détaille d'autres points, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Donc je n'ai plus qu'une chose à vous dire, allez-y, testez, faites partie des bons sceptiques. Et sur ce, partagez, likez, soutenez, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo DevLabs. Ciao!